Je tiens à dire, avant tout, que je n'ai pas la moindre idée de pourquoi j'écris ça, ni pourquoi je décide de le publier. Peut-être que j'ai peur de mourir, ou quelque chose du genre. Les événements que je vais vous décrire se sont déroulés, il y a 1 mois et demi, à Shannondale, en Virginie occidentale. J'ai écrit ce récit il y a 2 semaines, et je n'avais pas eu le courage de le partager, jusqu'à ce qui s'est passé hier. Tout commence en fin septembre. Ma famille allait rendre visite à des proches éloignés pour fêter que l'une d'elles, Désirée, ait gagné environ 2000 $ grâce à un billet de loto. Ils habitent dans un coin vraiment misérable de Shannondale, que les gens de villes voisines appellent Squalor Holler. C'est un haut de la montagne, au milieu de baraques délabrées, de vieilles cabanes rouillées, couvertes de décorations de Noël datant de plusieurs décennies. Une vraie carte postale du cliché hillbilly, du style Deliverance, et sans rivière ni canoë. Ces proches-là sont clairement le résultat de générations et générations de consanguinité. On ne les appelle pas oncles, tantes, cousines ou autres. Seulement, les proches. Ce ne sont pas des gens horribles, ils sont la version caricaturale et triste du redneck rural. Donc, nous sommes enfermés dans cette caravane pourrie. Ils sont 8, plus mes parents, ma sœur et moi. Au bout d'un moment, ma mère me confisque mon téléphone pour que je profite du temps en famille. Ce qui est ridicule parce qu'on ne fait rien que manger des plats surgelés et regarder du NASCAR en silence. Après 6 heures, juste avant de partir, la pluie commence à tomber. Les routes sont dangereuses la nuit en montagne, donc nous décidons d'attendre que ça se calme. 2 heures passent, il fait nuit, noir. Il est 22 heures. Et il y a une alerte d'inondation qui est annoncée. J'ai récupéré mon téléphone, sans réseau évidemment, et je joue à Tetris, quand soudain, j'entends mon père perdre son sang-froid dans la pièce voisine. Je vais voir, et j'apprends qu'ils viennent d'avouer d'avoir enterré leur fils Thomas dans le jardin, parce qu'ils avaient peur que la pluie fasse remonter son corps. L'enfant avait 6 ans. Il avait été attaqué par un chien, et n'avait jamais prévenu la police. Il l'avait enterré comme un animal, sans cérémonie, sans obsèques. Mon père, à juste titre, explose de colère. Ils promettent qu'ils régleront tout demain matin. Mes parents nous demandent de dormir tous ensemble, dans la même pièce, par précaution. Nous n'avons pas pensé qu'ils l'avaient tué. Ils sont pacifiques. Ils n'avaient qu'un vieux fusil exposé en décoration. Mais on était terrifiés. On prévoyait de prévenir la police le lendemain, dès que nous redescendrions en ville. Il est environ 3 heures du matin à ce moment-là. Je n'arrive pas à dormir. L'électricité est tombée en panne pour la 5e fois, et mon téléphone est déchargé. Le pire, c'est que je voyais la tombe de Thomas, juste sous la fenêtre. Une petite croix, plantée là, dans l'herbe. Je n'arrivais pas à détacher mon regard. C'est là que je l'ai vu. Il y avait quelque chose qui rampait entre les arbres, en direction de la maison. Au début, j'ai cru que c'était 2 chevaux, très pâles, qui marchaient côté à côté. Mais lorsqu'ils sont sortis du bois, j'ai compris que c'était une seule créature. Un genre de torse humain, mais beaucoup plus large, avec 6 pattes, quelque chose entre celle d'un insecte et celle d'un cheval. 2 bras humains, mais plus longs que la normale. Une tête chauve, un visage comme un masque rituel grotesque, avec un front crispé et un nez comme un bec de oiseau. Ça n'avait aucun œil, seulement des creux où ils auraient dû être. Une bouche humaine, cachée sur une sorte de proboscis. Et oui, il y avait un sexe masculin, collé sur l'abdomen, exactement où il serait sur un homme. La créature avançait avec une grâce, et émettant un bruit sourd et régulier. Un thump-thump, avec des sabots légers. Elle mesurait environ 2,40 m, mais pesait peut-être 510 kg, en juger par la façon aérienne dont elle se déplaçait. Elle s'est arrêtée devant la tombe de Thomas, et j'ai hurlé. Ma mère s'est précipitée à la fenêtre et a figé, incapable de comprendre ce qu'elle était en train de voir. Mon père et mon cousin Jasper sont arrivés en courant. Jasper a hurlé comme un enfant et s'est enfui en criant. « Il est dehors! Il est dehors !» La créature a commencé à creuser frénétiquement, projetant de gerbes de terre, des pas et des cris partout dans la maison, et quelqu'un cherchait désespérément le fusil. Puis, la chose a tiré hors de la terre un petit corps par la jambe. Elle a attrapé Thomas et s'est enfuie en galopant.
brisant des branches, disparaissant dans les bois. Et alors, nous l'avons entendu. Un enfant qui pleurait. Des sanglots venant de la forêt. Nous sommes partis dès que la pluie a cessé, vers 5 heures du matin. Nous n'avons plus parlé à personne. Et nous n'avons plus parlé à ces proches-là. Retour en ville directe. Personne n'a prononcé un seul mot. J'ai essayé d'en parler une fois. Mon père m'a ordonné de fermer ma gueule. J'ai donc bu jusqu'à oublier, autant que possible. Mais hier, tout est revenu. Je travaille dans une station de service. De 20h à 3h, je m'occupe de la caisse, du ménage et des poubelles. Hier, en allant jeter les sacs derrière le bâtiment, j'ai entendu ce que je pensais être un junkie ou un addict dans la benne. Je l'ai menacé d'appeler la police. Puis, j'ai entendu ces mêmes bruits de pas doux, rapides et réguliers. Le thump 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 family. Je me suis enfui et je me suis caché derrière le comptoir. Sur l'écran de surveillance extérieure, j'ai vu une ombre énorme passer. Un fragment de bras pâle, des mouvements fluides et furtifs. Ça ne pouvait pas être autre chose. C'était la même créature. Je ne sais pas combien de temps elle est restée. Quand je me suis réveillé, il était 6 heures du matin. Et mon manager me fixait comme si c'était un drogué, ce qu'il regardait. Je suis rentré chez moi et j'ai terminé ce texte. Et voilà, je n'ai aucune idée de ce que c'était. Mais j'ai peur qu'un jour ça revienne chercher quelqu'un d'autre. Moi, ma famille, mes proches, un autre enfant. Voici mon histoire, Lac Mile. Je fais du camping et de la randonnée autour de ce lac et pendant 3 jours avec 2 potes à moi. On y passait un bon moment. C'est la fin de l'été et ça commence à se rafraîchir, donc il n'y a plus de moustiques. Il fait assez froid la nuit pour justifier des vêtements chauds. Première journée et demie, assez banale et sans événement, à part se faire attaquer par une petite chouette effraie. À la moitié du 2e jour, on randonne en profondeur dans des petits sentiers, sûrement des sentiers d'animaux sauvages. On tombe sur une clairière, des herbes hautes jusqu'aux genoux, peut-être à 1 km² entouré de pins épais et de broussailles. Ça aurait été complètement irréel si ce n'était pas pour l'herbe remplie de tiques. On voit, soudain, quelque chose sortir de la lisière des arbres. On fait tous un double regard. C'est un cerf à queue blanche qui marche sur ses pattes arrière. On éclate tous de rire parce que cette chose a l'air complètement débile. Ce n'est pas habituel que les cerfs se redressent sur leurs pattes arrière et fassent quelques pas. Mais cette chose marchait sur ses pattes arrière, les pattes avant repliées contre son corps comme un T-Rex, et la tête en arrière, bouche grande ouverte, langue pendante. On se tord de rire pendant bien 5 minutes, jusqu'à ce qu'on voit un autre cerf faire exactement la même chose. À ce moment-là, on peut à peine respirer parce qu'on a l'impression que tous les cerfs dans cette partie du Minnesota sont violemment cons. Les 2 cerfs s'approchent l'un de l'autre et se tiennent face à face. Ou plutôt, ils le feraient s'ils ne regardaient pas droit vers le ciel. Apparemment, pour nous, c'était la chose la plus drôle qu'on ait jamais vue. L'épuisement a probablement beaucoup joué dans pourquoi on a trouvé ça si drôle. On reste là, à regarder les 2 cerfs, pour voir jusqu'où l'amusement va aller. Mais, après peut-être 30 secondes face à face, ils retombent sur leurs 4 pattes et s'en vont chacun de leur côté comme des cerfs normaux. On essuie nos larmes de rire et on retourne vers notre camp après avoir mangé dans la clairière. On arrive au camp vers 16h et on commence à rassembler du bois pour faire à manger et garder le feu allumé la nuit. On fait tourner une bouteille de Canadian Club et on raconte comment on a rencontré 2 cerfs débiles. C'est un très beau souvenir. On se couche et on dort profondément toute la nuit. On se réveille, on découvre que l'ami numéro 1 est debout depuis des heures. Il a l'air vraiment bizarre sur le visage. Ses premiers mots sont « Un cerf a chié un caca humain sur mes affaires ». Il dit qu'il a entendu des feuilles bouger, comme plus lourd qu'un simple vent. Donc il a ouvert sa tente pour vérifier. Il dit qu'il a vu un cerf à queue blanche fouiller autour du camp, et qu'il a chié sur son sac à dos. Et ce n'était pas de petites croques. C'était une grosse bûche de merde, comme d'un être humain. On explose de rire forcément, à son récit très solennel, parce que ses affaires ont été chiées dessus lol.
On rigole toute la journée à propos de sacs à caca et de cerfs attardés qui se penchent. On continue notre vie. On retourne à notre premier emplacement de campement, où on va passer la nuit avant de partir le lendemain. La troisième nuit, mes amis numéro 1 et numéro 2 se sont réveillés avant le lever du soleil par quelque chose qui bouge dans le camp. Leur chuchotement me réveille. J'ouvre ma tente et je passe ma tête pour voir ce qui se passe. Je vois un mâle et une femelle cerf errant à environ 10 mètres de nous. J'hésite à crier pour les effrayer, mais je n'ai pas envie de risquer d'énerver un cerf alors que je suis étendu au sol. On se regarde tous et on observe juste ces mammifères curieux faire leur vie. L'un renifle un peu autour du feu, ouvre notre bouteille de Canadian Club et se redresse sur ses pattes arrière. Il chie dans la direction générale de la bouteille. Le mâle se dresse aussi et saute en tournant en rond et pisse littéralement partout, avec sa langue qui flotte en l'air. Je peux pas retenir mon rire à ce spectacle. Les cerfs prennent peur et s'enfuient, en courant toujours debout. On rigole souvent de cette scène, qui est à la fois marrante et étrange. Je dis à mon ami numéro 1 qu'il va nettoyer la merde sur le whisky quand le soleil se lèvera. Il me dit d'aller me faire foutre, forcément. Je retourne dans ma tente et dors encore quelques heures. On se lève tous à peu près au même moment et on sort pour examiner les dégâts. Encore une fois, la merde laissée par les cerfs n'a rien à voir avec les crottes d'un cerf. C'est une grosse merde humaine. On ne peut rien faire d'autre que rire dans cette situation et nettoyer. Putain de cerfs bizarres dans le coin. Je peux pas m'empêcher de me demander ce qui se passait vraiment. Juste des animaux chelous ou autre chose. Des skinwalkers qui jouent à être cerfs et qui font des blagues à des humains. Parole de scout, c'est vraiment arrivé. J'ai pris plein de photos ce jour-là pour essayer de faire un thread. Mais c'est une histoire vraiment foutue et j'ai fini par la raconter ici. C'est moi, 19 ans. Moi et quelques potes, mon cousin Steve et mes potes Andrew et Greg, nous décidons de voyager cet été. J'ai fait un paquet de fric en bourse le mois dernier, donc je suis prêt à claquer pour voyager. On est en Europe, on décide de faire un long voyage vers Tchernobyl. Plus grosse connerie de notre vie. Arriver là-bas, c'était un cauchemar. L'Ukraine, c'est vraiment la merde pour ceux qui savent pas. En gros, c'est juste des ruines vides et dégueulasses. On a pris des fusils de chasse. J'avais un 44 mm pour pas se faire braquer ou violer. La troisième nuit, le truc chelou commence à se passer. Greg jure qu'il a vu quelqu'un à une fenêtre d'appart et il est complètement flippé. Greg est le plus costaud d'entre nous. Je lui dis que si quelqu'un nous fait chier par ici, personne ne retrouvera jamais son corps. On le convainc tous que c'était rien. Le lendemain, on se balade dans des parcs et bâtiments. Tout est rouillé. Il y a une poupée décapitée au milieu de la route. Les bâtiments sont crades et dangereux, mais on y va quand même. Moi, Andrew et Steve, nous sommes des nationalistes blancs. On commente une fresque communiste dans le hall. Greg s'en fout et monte à l'étage. Il y reste 20 secondes avant de sortir en hurlant. Putain, courez, putain! Putain, courez! On sort en courant derrière lui, en hurlant de nous expliquer. Il tient son flingue vers la porte, sérieux comme jamais. Je me tais. Andrew et Steve lui posent des questions. Je braque mon arme et surveille autour de nous, toujours l'œil à la porte. Greg dit de voix super sérieuse qu'il a vu un mec avec une barre de fer. Je propose qu'on aille le confronter. Mais Greg me répond: non mec, c'était pas humain. C'est dégueulasse. Andrew est d'accord. On convainc Steve. Greg peut pas rester seul. Il doit venir. Greg et Steve restent en bas. Moi et Andrew, nous montons. On fouille les pièces, les coins et recoins. On finit par retrouver un loup mort. S'appuie la putréfaction, il est clairement en décomposition. Il a été mutilé, la tête arrachée. Du sang partout, visiblement dévoré. Ce qui est bizarre vu qu'il est pourri. Je commence à faiblir. L'anatomie retourne l'estomac. Un mur a effondré. Quelqu'un aurait pu descendre par là facilement. On redescend et raconte tout à Steve et Greg. On cherche un abri pour la nuit. On trouve un garage avec porte sans fenêtre. Vide à part une vieille chaise pourrie, on installe nos affaires et on planifie la nuit. On fait garde à deux et on se couche tant qu'il fait encore clair. Moi et Andrew on discute. Mais soudain j'ai envie de chier. On a mangé des haricots, du beef jerky toute la semaine. Je peux pas chier devant. Je sors avec Andrew.
Il fait le guet pendant que je fais mes besoins. Il me dit calmement, dépêche-toi avant que ça vienne ici. Je lui dis putain mec, arrête de déconner. Il insiste. Il y a un gars dehors qui nous regarde. Je déconne pas. Je finis et je tourne mon regard. Yep, il y a un mec dehors. Et même un deuxième. On rentre et on continue à surveiller. Notre tour de garde fini, et on raconte aux deux autres qu'il y avait deux démons qui me regardaient chier. Le matin, rien ne se passe. On mange et vérifie le matos, le Geiger et la bongue. On sort par la porte principale du garage. Greg et Steve disent que la nuit précédente, il y avait des bruits près de la porte latérale. Je vérifie, mon caca a disparu. Je suis dégoûté. Les autres aussi. On dit que le démon a mangé mon caca, littéralement. On remonte la route, prévoyant de quitter Tchernobyl. Après 2 heures, on remarque que quelqu'un nous suit de loin, mais plutôt quelque chose. Dans les bois, torse nu, pantalon bizarre. Si j'avais un fusil, je l'aurais descendu. On continue à marcher, vérifiant de temps en temps. Ça se rapproche tous les 45 minutes de nous. Chaque pause, il reste là à nous observer. Le soir, on cherche un abri. On trouve un bâtiment style station d'essence, station de recharge. On verrouille, même système de garde. On voit qu'ils sont dehors. Ils sont plus proches que la veille. Et le matin, ils sont disparus. 1 heure plus tard, on voit encore notre suiveur. Il est pas à pied. Il commence à sprinter en zigzag, avec des petits hurlements. Je flippe une demi-seconde, puis je me rappelle que j'ai un arme. Et ça passe instantanément. On se met prêt avec les armes. On avance vers le truc en ligne, les fusils prêts. Je pensais pas qu'il approcherait, mais il l'a fait. On tire à l'unisson et on tue cet enculé. Le monstre perd un bras, torse en lambeaux. Moi, Steve, Andrew, on crie victoire. On reste là à regarder le cadavre. La peau est pâle, jaunâtre, verte. Ses intestins sont noirs et putréfiés. Greg dit putain, c'était intense. On se retourne pour partir, et là ils sont partout sur la route. Ils nous regardent, figés, comme si le temps s'arrêtait. On commence à reculer en courant. Une fois loin, on ralentit. Paniqué. Il n'y a plus de route à prendre. Ils nous ont piégés. Steve entend une voiture. Il n'y a pas d'endroit où se cacher. On reste sur le côté, avec nos armes dissimulées. C'était la police ukrainienne. Ils avaient entendu les coups de feu. Un policier me regarde et me demande: des problèmes? Je sens qu'il comprend exactement le genre de merde qu'on a vécu. J'ai mal à l'estomac. Il nous ramène au premier checkpoint, sans arrêter. On passe l'endroit où on l'a tiré. Il n'y a pas de cadavre, pas de sang noir, pas de traces. Ces officiers-là, c'était pas juste des policiers communs. Il n'y avait rien de mondain. Ils étaient armés jusqu'aux dents, des kalachnikovs et des grenades. Je flippe en silence. Je réalise qu'on ne serait jamais sorti vivant sans eux. Le même officier me dit en partant: avant ils ne tuaient pas, ils avaient peur de nous. Il s'éloigne. C'est pas vraiment un refus, un déni, mais ça m'a foutu la trouille de ma vie. C'était il y a 3 ans. Si ces créatures se montrent trop audacieuses, je ne serais pas surpris d'entendre parler des émeutes en Ukraine d'ici 10 ou 20 ans. Sérieusement les gars, n'allez surtout pas à Tchernobyl. Je vois des trucs vraiment bizarres en Arizona. J'ai une maison juste au bord du désert, dans la vallée, et une très belle cabane en béton à la lisière de la forêt, à Flagstaff. Une chose que les deux ont en commun, les coyotes. Il y a un tas de coyotes qui vivent juste aux frontières de la civilisation. Ils prospèrent là-bas, récupérant de la nourriture et mangeant les animaux de compagnie des gens. Quand je suis dans la vallée, j'aime bien aller marcher pendant la pleine lune. Il fait tellement clair dehors qu'on peut presque voir comme en plein jour. Et surtout, le soleil n'est plus là, à te marteler sans arrêt. C'était une de ces nuits-là, et j'ai décidé de sortir. J'ai suivi le Wash jusqu'au canal, où il y a 3 sentiers qui s'étendent dans le désert.
J'ai choisi celui qui serpente loin du canal pour entrer dans la vraie nature sauvage. Après environ 1 mille, le sentier fait un virage de 90 degrés lorsqu'il atteint la frontière de la réserve indienne. On n'est pas y censé rentrer, les gens le font tout le temps. La vue était spectaculaire, rien de tel que de voir les formations rocheuses rouges à l'horizon, sous une pâle lumière de lune. Je n'aimais pas l'idée de quitter la beauté du paysage des yeux juste pour naviguer dans le désert. Donc je suis resté sur le sentier. J'entendais une meute de coyotes assez proches, faisant leur hurlement et jappement flou qu'ils font quand ils déchiquettent un chat ou quelque chose. Je m'en foutais. Les coyotes sont des tapettes. Ils n'attaquent jamais les humains. J'ai continué à marcher, scrutant l'horizon pour repérer des hiboux ou quelque chose d'intéressant dans la nuit. Je jette un coup d'œil au-dessus de la vieille clôture en fil barbelé qui borde la réserve. Je vois une meute de coyotes en moins de 60 mètres. Il y a pas mal de creux profonds dans le terrain, donc ça fait sens que je ne les ai pas vus avant. Je me fiche et j'observe. Et la lumière de la lune éclaire plutôt bien les choses, de façon presque sans couleur. Je remarque qu'un des coyotes semble bien plus grand que les autres. Plus que ça, il a l'air vraiment tordu et ne bouge pas normalement. D'abord, je pense que c'est un chien mort, ou quelque chose comme ça, et qu'il le mange. Ce qui avait du sens vu la façon dont il tournait autour d'un cercle. Je regardais avec curiosité morbide pendant que les coyotes semblaient se relayer pour regarder dans ma direction. Puis, la chose se lève, ce qui m'a foutu une de ces peurs, pensant que c'était mort. Encore plus quand ça s'est levé sur les pattes arrière. Il mesurait au moins 1,70 m. Quand il a levé les bras en l'air, j'ai réalisé que c'était une personne, ou en tout cas que ça avait l'apparence d'un être humain, de quelque chose d'hominide. Il portait des peaux de coyote sur tout le corps, et tenait dans une de ses mains un animal mort, sombre que les coyotes n'arrêtaient pas de sauter pour essayer d'attraper. Je ne savais absolument pas quoi faire. Je n'avais absolument aucune putain d'idée de quoi faire à ce moment-là. Je savais que les coyotes n'étaient pas vraiment dangereux. Mais ce type n'était pas un animal. Il était dans la réserve. Donc, je supposais que ça devait être un natif, en train de faire quelque truc indien complètement cinglé. Je n'étais là que quelques secondes, quand il a réalisé que ces coyotes regardaient quelque chose, et il s'est tourné vers moi. La lumière de la lune n'était pas suffisante pour distinguer son visage, et de toute façon, il était caché sous le pot. Il s'est tenu là, à me fixer, pendant 1 ou 2 secondes. Pendant que les coyotes tournaient autour de lui en cercle. Le regardait, puis me regardait, puis de nouveau à lui. Puis, il s'est retourné et s'est enfui dans le désert, en sprintant et en sautant, et en poussant un cri presque parfait de coyote qui jappe. Ce qui a fait démarrer toute la meute, en le suivant. Dans le sillage de la guerre de sécession aux États-Unis, beaucoup d'Américains partirent vers l'ouest, loin des camps de bataille et des villes brûlées. S'ils passaient par le Kansas et s'arrêtaient à l'auberge tenue par la famille Bender, ils jouaient alors avec leur vie. Les Bender étaient d'origine germanique. Les parents parlaient à peine anglais, et les enfants avaient un accent très marqué en anglais. C'est à peu près tout ce que l'on sait de leur histoire. Ils s'installèrent au Kansas en 1870, où ils ouvrirent une petite auberge et un magasin général. Ils étaient 4. John Bender Sr., environ âgé de 60 ans, Ma Bender, âgé de 55 ans, et leurs enfants, John Jr., de 25 ans, et Kate, d'environ 23 ans. Leur vrai prénom, ou leur véritable identité, ou lien familial, ne seront probablement jamais révélés. Les voyageurs transportaient souvent avec eux leurs économies, et les Bender réalisèrent vite qu'ils pouvaient s'enrichir en volant leurs invités. Ils mirent en place un stratagème. Les clients s'asseyaient à une table située directement au-dessus d'une trappe. Lorsque ceux-ci n'y s'attendaient pas, les hommes Bender s'approchaient par derrière, les assommaient, puis leur tranchaient la gorge. D'un coup, la victime était basculée dans la trappe, le corps pour être dépouillé et volé. Bientôt, les cadavres commencèrent à s'accumuler dans la région. Au début, on accusa les tribus indiennes locales,
Et lorsqu'un homme et sa petite fille disparurent en 1872, son voisin lança une enquête approfondie. Et très vite, les soupçons se tournèrent vers les Bender. Les rumeurs grandissaient, et avant que quoi que ce soit ne puisse être fait, les Bender disparurent. Une fouille de la cabane révéla alors la pièce sanglante sous la trappe, et 9 corps furent retrouvés, enterrés sur la propriété. Nul ne sait combien de victimes il y eut réellement, mais il est capable et très probable que certains corps ne furent jamais retrouvés. L'affaire captiva alors tout le pays. Les chasseurs de souvenirs dépaissèrent littéralement la cabane, chacun volant un petit morceau. Les Bender furent mentionnés brièvement par Laura Ingalls Wilder, l'auteur de La petite maison dans la prairie. Il affirmait s'être arrêté dans leur magasin, et que son père avait participé à la chasse à la famille, bien que son récit ait été contesté. Malgré une récompense de 3000 $, ce qui était une somme astronomique pour l'époque, les Bender ne furent jamais trouvés, ni traduits en justice. Les récits de leur destin final sont innombrables. Certains disent qu'ils furent rattrapés et lynchés, d'autres disent qu'ils se suicidèrent, d'autres qu'ils furent encore capturés sous de faux noms, ou qu'ils réussirent à s'échapper complètement. Aujourd'hui, les Bender sont depuis longtemps morts. La route sinistre qu'ils ont empruntée est perdue à jamais dans l'histoire des États-Unis. Bon, je pense que j'ai vu le Goatman aujourd'hui. Quelques infos avant de commencer. J'habite juste à côté d'une piste cyclable qui traverse une forêt dense. Une forêt immense qui s'étend sur des kilomètres et des kilomètres. La piste est construite sur des anciennes voies ferrées. Il y a encore des vieux bâtiments avant 1900 qui sont perdus au milieu des arbres. Des lieux qu'absolument personne n'a encore explorés. Quand j'étais gosse, j'avais une peur panique de ces bois. Je n'ai jamais su pourquoi. Ce que j'ai vécu aujourd'hui a ravivé cette peur comme jamais. Il est environ 13 heures. Je me dis que je vais faire un tour à vélo. Il fait super beau. Et j'adore être seul dans la forêt, loin du monde. Je prends un carnet, un stylo, toujours au cas où une idée frappe, et une grosse bouteille d'eau. J'entre dans les bois. L'entrée est minuscule, presque invisible. Tu dois savoir exactement où elle est pour la trouver. Ça ressemble à une sorte de porte noire béante au milieu d'une montagne d'arbres. Comme une ouverture vers un autre monde. Je dévale la pente, comme d'habitude, et en quelques secondes, j'arrive au croisement. En face, le cœur de la forêt, le plus épais. À gauche, c'est le sentier vers la ville et l'autoroute. Et à droite, c'est le sentier vers les champs, les terres agricoles et des forêts isolées un peu partout. Je m'arrête un moment, je bois une gorgée de ma bouteille, puis je prends à droite. Je ne suis jamais allé très loin de ce côté-là. J'ai toute la journée devant moi, alors j'y vais. Je traverse les champs, les immenses pâturages. Je passe devant un vieux poste ferroviaire, détruit ou un truc du genre. La seule maison isolée près de la piste, et le grand pont métallique complètement rouillé, sont un paysage que je vais jamais oublier. C'est comme si la civilisation nous laisse derrière, et la nature reprend. Je roule, je roule, je roule. Je finis par voir un panneau « Attention » cloué à un arbre, puis un autre, puis plusieurs regroupés autour d'un vieux poteau téléphonique cassé. Et enfin, une énorme barricade en bois où il y a écrit « N'entrez pas ». La barricade est déjà poussée sur le côté, comme si quelqu'un était déjà passé par là. Et comme le rebelle débile que je suis, je décide d'aller voir. C'est une décision que je vais rapidement regretter. Je continue, et la forêt devient encore plus épaisse. De chaque côté de la piste, à quelques centimètres, ça plonge droit vers une pente mortelle. Je commence à sentir un malaise. C'est totalement silencieux. Il n'y a pas un bruit. Rien. C'est une forêt profonde. Je devrais entendre des animaux, des oiseaux, des insectes, n'importe quoi. Mais là, le silence est absolu. Juste après avoir réalisé ça, j'arrive enfin vers une clairière. En bas, c'est marécageux et sombre. Il y a très peu d'arbres, très espacés, qui sortent de bassins d'eau noire. Je commence à flipper parce que l'ambiance est sinistre, glaciale. Je suis complètement seul et fatigué. Je commence à traverser un vieux pont en bois, super bancal. Et là,
J'entends un grondement grave, profond. Je m'arrête net. Silence. Un silence de mort. Absolument rien. Je redémarre lentement et je réalise que c'était mon pneu. Il est crevé, complètement à plat. Je n'ai aucune idée de comment je n'ai pas remarqué ça plus tôt. À ce moment exact, un cri déchirait l'air. Un hurlement monstrueux, sanglant. Je tremble même en écrivant ça, et je me fiche complètement. Aucune idée de ce que c'était, aucune idée d'où ça venait. La seule chose que je sais, c'est que mon pneu est mort. Mort. Mort et je sais pas quoi faire. Mes branches craquent. Je fais demi-tour instantanément. Et je pédale comme un malade. Quelque chose se met à courir dans la forêt. J'écoute les branches se casser. Cette chose va à toute vitesse. Je n'ose même pas regarder sur les côtés. La piste est pleine de cailloux, de trous, de branches, de merde qui peut me tuer instantanément si je me plante. Mais je continue à fond. Je remarque des touffes de poils blancs accrochés aux arbres et éparpillés sur la piste. Et ce truc qui me suit, qui me chasse, est tellement proche que j'entends son bruit à travers le son horrible de mon pneu écrasé au sol. Mes jambes rebrûlent. J'ai l'impression de mourir. Je prends un virage trop serré. Des cailloux volent dans les bois. Je saute un énorme nid de poules. Et un deuxième hurlement éclate. Aucune réaction cette fois. Je suis en mode survie pure. J'évite la barricade de quelques centimètres. Et je vois, de loin, la lumière du soleil. Les champs. La sortie. J'ai une nouvelle poussée d'adrénaline et je fonce. Les bruits ralentissent. Ils s'éloignent. Ils s'arrêtent. J'ai réussi. Putain, j'ai réussi. J'émerge dans la lumière. J'ai jamais été aussi heureux de sentir le soleil sur ma peau. Je m'arrête. Et la fatigue me tombe dessus comme un mur. J'ai zéro énergie pour faire un pas. Je tourne la tête. Et là, dans l'ombre, deux yeux rouges me fixent. Le regard me brûle. Mon sang se glace. Mon corps entier devient froid. Et d'un coup, il n'y a plus rien. Ses yeux disparaissent. Je prends mon vélo. Je roule aussi vite que je peux. Et puis, je ralentis, presque à ramper jusqu'à la maison. Je bois les dernières gouttes d'eau. Il fait chaud, et je ne transpire même pas. Je suis paralysé d'horreur. Est-ce que j'ai vu un putain de Goatman? Demain, je vais demander mon permis et je vais acheter des armes. Je vais acheter un fusil et plus jamais je retourne dans ces bois. Je pense même déménager de ville, loin de toute forêt. Je ne peux plus regarder les forêts, sans imaginer ce cri, sans entendre ces bruits, sans ressentir que mon sang se glace. Je suis très surpris qu'il n'y ait pas plus d'histoires à propos des champs de maïs aux États-Unis. Il y en a une dont je me souviens très clairement. Chaque Halloween, avec des amis du lycée, nous faisions une longue virée en voiture jusqu'au champ de maïs de Gillespie, près de Perry. Il y avait un chemin assez large pour un tracteur qui traversait le champ jusqu'à un grand cercle dégagé au milieu des plants. Ce n'était pas un crop circle, comme ces dessins aériens qu'on dit que les aliens font. Mais l'endroit dégageait ce genre d'atmosphère étrange. C'est Halloween 2010. J'avais 17 ans. Et cette année-là, beaucoup d'amis de la marine américaine, d'amis chasseurs et même d'amis font une immense fête. À tel point qu'il a fallu déplacer les voitures hors du cercle, parce qu'il y avait du moins 6 voitures pleines de monde. Vers 2 heures du matin, beaucoup de gens commençaient à partir. Il ne restait qu'une vingtaine de personnes. Quelqu'un m'a crié « Hé, Anon, viens boire un peu de bière !» À 17 ans, j'étais ravi d'être accepté dans les jeux des plus âgés. Il y avait cette fille, Tina ou Trina, je ne me souviens plus. Super canon, complètement saoulée et très tactile avec moi. J'étais trop timide pour initier quoi que ce soit, mais j'ai vu ses seins, parce qu'elle a retiré son haut. Petit à petit, nous étions plus qu'une dizaine. Moi, 5 amis chasseurs, 3 amis de la marine, 2 autres personnes. Quelqu'un a dit, en hurlant,
Allons faire un putain de feu de joie. 10 minutes plus tard, une énorme flambée brûlait. Nous dansions autour comme des Indiens faisant un rituel, en riant aux éclats. Puis d'un coup, un silence total est tombé sur tout le groupe. Nous nous sommes tous figés, littéralement dans la position où nous dansions. C'était ridicule, mais personne n'osait bouger ou faire un seul bruit. Le seul son était celui du feu qui crépitait dans le cercle. Nous sommes restés ainsi presque une minute, jusqu'à ce que quelqu'un murmure. Qu'est-ce qui arrivait aux criquets et aux oiseaux? Plus de vent, plus de bruit d'insectes, plus rien du tout. Nous avons arrêté de bouger, complètement perturbés. Mon ami Joseph, l'un des chasseurs, a dit « Je vais charger mon fusil ». Les autres chasseurs l'ont suivi pour récupérer leurs armes. Les marines ont tous formé une sorte de périmètre autour de nous, les novices. Nous étions tous terrifiés, presque incapables de respirer. Il n'y avait aucun bruit, sauf un léger bruissement venant du maïs, comme quelque chose qui se déplaçait. Puis, une amie a dit « Quelque chose cloche ». Tout le monde était d'accord, mais personne n'arrivait à dire quoi. Un autre ami a pris une inspiration brusque, ce qui a fait sursauter tout le monde. Il a dit alors « Si le vent est tombé, qu'est-ce qui fait bouger les tiges de maïs ?» J'ai cru que j'allais me pisser dessus. Quelques secondes plus tard, mon ami Joseph, qu'on va appeler Joe, est revenu, livide, seul. Il tirait la culasse de son fusil en courant vers nous. Il m'a lancé son pistolet. « Joe, qu'est-ce qui se passe? Dis-eux que t'as vu la mère de Sam !» Joe l'a fusillé du regard et a murmuré, fulminant. « Ne plaisante pas maintenant. Il y a quelque chose dans le maïs. » Nous avons essayé d'obtenir plus d'explications, mais il tremblait. Un bruissement dans le champ. Joe a immédiatement tiré dans cette direction. Le coup est parti juste à côté de mon oreille. L'angoisse s'est transformée en terreur. Un gémissement, bas, presque humain, est sorti du maïs. Joe marmonnait comme un fou. Il était incapable de parler clairement. Je m'apprêtais à lui. Et je prenais son fusil, quand j'ai remarqué une sorte de boule noire sur sa jambe. Puis quelque chose est sorti du maïs. Ce n'était pas un chien. Pas vraiment. Ça aurait dû être un chien. Peut-être à un moment. Un bloodhound noir. Mais maintenant, sa démarche était tordue, comme si une patte était brisée. Il y avait du grillage de poulailler enroulé autour de son cou, comme un nœud coulant. Il était couvert de mouches, et une boule noire coulait de sa gueule, et d'un trou de balle près de son œil. Œil qui pleurait aussi cette même matière noire. On a dû arracher le fusil des mains des Joe. La chose continuait de s'avancer, en boitant, haletant, et crachant cette substance visqueuse noire. Derrière elle, entraînée par le grillage, il y avait quelque chose d'autre. Il m'a fallu un moment pour comprendre ce que c'était. Une énorme taille de cœur, gros comme celui d'un ours, encore battant, encore sanglant, dégoulinant cette même boue noire. Le chien ne nous regardait même pas. Il fixait les flammes, hypnotisé. Il continuait de traîner le corps derrière lui, comme un cordon ombilical monstrueux. Et au fur et à mesure, il s'approchait. Je pouvais entendre des mots. Des mots fragmentés dans ses gémissements, comme des phrases presque humaines. À ce moment-là, nous avons tous couru. Nous avons rattrapé Joe et nous nous sommes enfuis vers les voitures, en contournant largement l'animal. Mais j'ai regardé une dernière fois. Le chien s'est traîné jusqu'au fond. Les mouches, toujours en essaim autour de lui. Il a plongé la tête dans les flammes, sans arrêter de bouger. Le grillage a continué de se déplacer, tirant le cœur aussi derrière lui. Le tout brûlait en dégageant une odeur de caoutchouc fondu. Sur la route de retour, j'ai regardé Joe. Quelque chose me hantait depuis que la créature s'était approchée. J'étais certain qu'il lui avait parlé. Je lui ai demandé ce qu'il lui avait dit. Il a refusé de me répondre pendant un moment. Puis il a pris une grande inspiration. Il m'a murmuré à l'oreille. « Viens avec moi, je te ramènerai chez toi. » J'ai senti un froid terrible. Parce que c'est exactement ce que moi aussi j'avais entendu dans ces murmurements. Je pense que ce qu'on a vu cette nuit-là était Belzébuth, le seigneur des mouches. Je ne sais pas pourquoi il est apparu, ou je ne sais pas pourquoi je pense ça.
Peut-être ce n'était pas un démon. Peut-être c'était juste quelque chose qui vit dans le maïs. J'ai déménagé loin d'Iowa depuis. Je ne veux plus jamais revoir ces champs. Je devrais probablement reprendre contact avec mes amis. Mais j'ai peur. J'ai peur d'apprendre que Joe est mort, brûlé ou il s'est suicidé. Ou quelque chose de pire nous hante. Je fais encore des cauchemars. Parfois j'ai l'impression que Joe doit en faire aussi. Ça me terrifie d'imaginer qu'il ait pu simuler. Je garde une boîte d'allumettes sous mon oreiller. Parce que parfois, je me demande ce que ça ferait. Bon, ok. Je n'ai jamais vécu quoi que ce soit paranormal avant ça. Mais à tout, et une première fois. Je sais que vous kiffez tous ce genre d'histoire. J'ai commencé récemment à m'intéresser à tout ça. Mais bref, je ne vais pas vous perdre dans les détails. J'ai juste besoin d'écrire ça quelque part. Je me suis enfermé dans ma chambre. J'ai pris des notes. Je vais essayer de mettre tout ça en green text. Voici mon histoire. C'est moi, 19 ans. Je vis dans le nord rural de l'Angleterre. Je regarde des vidéos de documentaires animaliers sur YouTube. Je me rends compte qu'il est 21h et que mon chien doit sortir à 21h. Le soleil est encore levé parce que c'est l'été. Je dis à mon chien de 2 ans qu'on va faire une balade. Elle devient complètement folle, trop heureuse. Je lui mets son harnais, je ferme la maison et je sors. Je suis en jeans, basket, un t-shirt. Je prends pas d'armes, pas de lampe, rien. C'est juste moi et mon chien. Il est surexcité. Et on commence notre balade sur un chemin habituel. Je mets de la musique, plus une promenade tranquille pendant que le chien renifle partout. On arrive sur le chemin circulaire, toujours en train de marcher. Le chien s'arrête tous les 10 secondes, mais j'arrive à la faire avancer. C'est un chien adopté, donc elle fait souvent ça. Mais elle a une meilleure vie avec nous, ne vous inquiétez pas. C'est un rapidogo. Le chemin est bien éclairé, mais le soleil est visible. Je continue avec Metallica dans mes oreilles. Le chien commence à tirer fort. Je vois pourquoi. Il y a 2 lapins morts sur le sol. En tête, mais plein de sang. Sûrement un renard. Le chien veut les bouffer, mais je la tire en arrière. On continue. Le bruit d'ambiance, c'est des oiseaux, plus des grillons. Et c'est là que tout devient bizarre. Je continue à marcher. Le ciel passe du bleu foncé au gris. La lumière baisse. Mais je connais le chemin. Pas de panique. Le chien s'arrête net. Je tire sur la laisse mais elle ne bouge pas. Elle fait de tout pour ne pas avancer. Je me baisse pour la calmer. Elle me fixe. Ses yeux écarquillés. Tremblement total. Je la caresse en mode « Ça va ma belle? Ça va aller. » J'entends un bruit de voiture au loin, sur le chemin. Les gens passent souvent ici. Y a rien de fou. Et j'essaie d'avancer vers le bruit. Mais mon chien refuse toujours. Il fait de plus en plus sombre. Et une odeur horrible commence à arriver. C'est une odeur de viande pourrie. Je sais ce que cette odeur veut dire. Et je sais ce que ça veut dire. Putain, j'ai lu assez de textes et d'histoires paranormales sur X pour comprendre. Le chien tremble toujours. Je suis perdu. Et cette odeur devient insupportable. Le bruit des pneus sur le gravier se rapproche. Je ne reste pas sur le chemin. Je cherche une ouverture sur le buisson, entre 2 côtés. Le chemin est bordé de haies très denses. Je pousse dedans avec le chien dans mes bras. Et je me glisse profondément dans la haie, dans le noir complet. Si c'est une voiture, j'attendrai qu'elle passe. Et quoi que ce soit, j'attendrai. L'odeur est immonde. Le bruit arrive tout près, mais sans moteur. Juste un bruit de pneus sur gravier qui crisse. Quelque chose respire. Elle fait un bruit, comme des pas lourds. Un son de traînage. Comme des roues qui grimpent le gravier. Ce n'est pas une voiture. La respiration goulue passe à moins de 2 mètres de nous. Le chien tremble comme jamais. Et je la serre contre moi. Je vais essayer de décrire ce truc. Un truc qui m'a marqué à vie. C'est de la peau grise, des morceaux de chair rouge et pourris qui ressortent par endroits. Des longs cheveux noirs, comme la crinière d'un cheval affamé. 4 membres, mais seulement 2 qui fonctionnent. Les 2 autres traînent derrière lui. C'est pour ça que j'ai cru en voiture.
les jambes traînées sur le sol. Ça pue la mort. Ça pue la fatalité. Ça continue à passer en gémissant et en respirant fort. Mais ça s'éloigne finalement. J'attends 10 minutes, qui en paraissent 100. Il fait presque totalement noir maintenant. Je sors et je recommence à marcher rapidement. Le chien reste collé à ma jambe, nerveuse. J'entends le bruit des pneus revenir. Ça revient par derrière. Ça a compris. Ça sait où je suis. Le chien commence à hurler et se met à courir en tirant la laisse. Je cours derrière elle. Le truc fait un bruit de respiration rapide et joyeuse. Comme un enfant qui éclate de rire, mais mal formé. Je regarde derrière moi. Il y a des putains de yeux géants, comme des balles de tennis, mais tournés vers l'avant, pas sur les côtés comme un cheval. Cette horreur est en train de se foncer droit sur nous. Je cours comme jamais, mais ce truc est plus rapide que moi. Je dérive sur le chemin gravillonné, un chemin orange. Et si ses jambes arrière sont cassées, ça va le ralentir. Il touche le gravier et il se met à hurler. Un cri multivoix, comme si plusieurs personnes hurlaient en même temps. Je continue à courir. Le chien est devant et me tient. On le distance lentement. On atteint la sortie vers ma maison. Je peux encore entendre le bruit du traînage derrière nous. Je vois ses yeux qui dépassent par-dessus les haies, comme au jeu du loup. Dès que je bouge, ils réapparaissent. J'arrive en bas vers la route principale, près de l'hôtel de ville. Je cours jusque chez moi. Je ferme tout. Je me jette sur mon lit. Des podcasts, lumière allumée. Le truc a roulé pendant 10 minutes, jusqu'à ce que je ne l'entende plus. Vers chez moi, on appelle ça le Roadrunner. Mon Roadrunner. Je n'ai plus jamais repris ce chemin. Je n'ai plus jamais sorti le soir. Et maintenant, je sers mon chien tous les soirs pour la calmer. Dieu nous aide.